était le ministre des Finances et qui était très influencé par les physiocrates. Les physiocrates sont entrés dans l'écosystème, l'environnement de Louis XV par sa femme et l'ont conduit, l'ont convaincu de devenir libéral parce que c'était une pensée émergente de l'époque, mais c'était une catastrophe absolue. Et alors, ouais, il faut penser que, je disais, les libéraux, tous les penseurs, les premiers penseurs, hein, les penseurs les plus importants, étaient esclavagistes tout en étant libéraux. C'est-à-dire que ça ne les gênait pas. Il n'y a pas d'incompatibilité en fait, parce qu'ils sont libéraux pour eux et esclavagistes pour les autres. Mais ils n'étaient pas que ça. Il faut savoir qu'il y a encore un trait important du libéralisme entre guillemets, qui est l'enfermement nécessaire. Le libéralisme s'approprie les communs. Il dit les communs, c'est gaspillé, c'est pas bien, c'est pas rentable, c'est maltraité, c'est pas bien géré, je vais m'en occuper, il vaut mieux donner ça à des propriétaires. Et donc c'est les enclosures en Angleterre, c'est le fait de mettre des enclos, le fait de mettre des clôtures autour des communs, c'est-à-dire que les communs sont plus disponibles. C'est-à-dire que toutes les forêts se mettent à appartenir à quelqu'un et tu n'as plus de communs, tu n'as plus de possibilité de te déplacer ailleurs, que tout est approprié. Donc le libéralisme, c'est l'appropriation du vivant, de tout. De tous les communs. Et ça finira, ils vont s'approprier l'air bientôt, et te le vendre. Et évidemment, depuis le début, le libéralisme a déclenché des réactions d'une violence inouïe. Les peuples n'ont pas envie. Les peuples tiennent aux communs. Et les peuples protestent. Et les peuples se font massacrer par les libéraux. Tu vois ce que Cromwell a fait aux Anglais, c'est effrayant, effrayant. Et puis les libéraux, tu vois ce que les libéraux ont fait aux peuples qui ont résisté au libéralisme, c'est l'écrasement et l'emprisonnement des opposants. Jeremy Bentham, qui est un des penseurs, une des icônes du libéralisme, sa création, son objet, son sujet de travail et l'objet de sa gloire, c'est le panoptique. Qu'est-ce que c'est que le panoptique? C'est une prison astucieuse qui met les prisonniers dans une enceinte circulaire avec les surveillants qui sont au milieu, derrière une glace sans teint. Donc c'est une glace qui permet de voir sans être vu. Donc les surveillés savent qu'ils sont surveillés, qu'ils peuvent être surveillés. Ils ne voient pas le surveillant, mais ils ne savent pas à quel moment ils ne sont pas surveillés. Et grâce à ça, on peut surveiller avec très peu de monde. Donc enfin, c'est plein d'astuces de ce type-là, c'est-à-dire qu'en fait, l'objet d'étude des libéraux, un des objets d'étude importants, c'est la prison. Parce que les libéraux ont besoin d'emprisonner. Et Graeber développe l'idée que David Graeber, qui vient de mourir, c'est un grand malheur. David Graeber soulignait que avec le libéralisme va la normalisation, l'inflation de lois et de normes et de règles. Et en fait, l'emprisonnement des citoyens dans le contraire de la liberté. En fait, pour atteindre l'utopie libérale, qui est en fait une dystopie, il faut emprisonner les gens, se débarrasser des opposants, accepter l'esclavage. On se fait enfumer avec ce mot. C'est un beau mot, libéralisme. Normalement, il y a liberté. Normalement, on est conduit à aimer ce mot naturellement. Liberté, ça peut être que beau. Si tu cherches le libéralisme, ça devrait être beau. En fait, c'est une escroquerie, parce que ce sont des gredins qui sont à la manœuvre et qui exploitent leurs prochains. Sans vergogne, hein, ils sont libéraux pour eux. Et la liberté, si vous cherchez la liberté totale, vous aurez la loi du plus fort. Hein. La liberté totale, c'est la loi du plus fort. Pour comprendre le risque de la liberté, il faut vous imaginer que les libéraux, ce qu'ils veulent, c'est des renards libres dans un poulailler libre. Voilà, vous avez compris ? Notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Notre devise. Ce qui est écrit au fronton de toutes les mairies, de tous les symboles de la République, liberté, égalité, fraternité. On aurait mieux fait de mettre liberté en dernier. Parce que liberté en dernier, on aurait eu la liberté. Parce qu'une fois que tu as obtenu l'égalité,
Une fois que tu as suscité, développé, favorisé la fraternité, ok, c'est le moment de garantir la liberté pour le surplus. La liberté après avoir garanti l'égalité et la fraternité. Alors que quand tu mets la liberté en premier, tu n'auras pas les deux autres. Si tu as la liberté, tu n'auras pas l'égalité, tu n'auras pas la fraternité. Tu auras la guerre de tous contre tous. Donc c'est idiot d'avoir mis la liberté en premier. Si on veut vraiment la liberté maximum pour tous, donc ça, c'est pas la liberté totale. Tu n'as pas la liberté d'opprimer ton prochain. Tu la mets pas en premier, tu la mets en dernier. Ça change tout, hein, dans la devise. Non, mais on n'a pas des besoins, des pouvoirs pour s'émanciper. Un adolescent, toute sa vie, il a obéi à ses parents, qui étaient des tyrans, qui décidaient de tout, jusqu'à 16, 17, 18, 19, c'est variable suivant les gens. Mais il y a un moment, tu regardes tu te mets au moment où il a 18 ans, 19 ans, là. Tu regardes le passé, tu dis, mais cet individu, il a obéi toute sa vie. Donc tu essayes d'imaginer l'avenir à partir du passé, bah, il va obéir toute sa vie. Bah, c'est 100% du passé, ça s'est passé comme ça va continuer. Il y a un moment, ça lui pète, c'est le moment, il va plus obéir. Et il va pas demander à ses parents, est-ce que je peux m'en aller? Ça va pas se passer comme ça, il va s'en aller. Il n'a pas besoin de ses parents pour s'émanciper. Pour se libérer, on n'a pas besoin de l'autorisation de ceux qui nous privent de liberté. Il faut que nous décidions d'être libres. Et ça se prépare, ça se réfléchit. Tu ne peux pas faire ça quand tu es tout petit. Et l'idée des ateliers constituants populaires, c'est précisément de favoriser cette éclosion intellectuelle. Moi, j'ai l'impression d'être né en 2005. J'étais un enfant et je suis devenu progressivement un adulte politique, quelqu'un qui pense sans ses représentants. On m'humilie quand on veut me représenter. Je ne veux pas être représenté. Ou en tout cas, j'accepte d'être représenté à condition que j'ai écrit moi-même les règles de la représentation. Moi-même ou des proches, je n'ai pas besoin d'écrire moi-même. Je sais que si toi, tu écris les règles, tu écriras les mêmes règles que moi, peu que peu. Mais je veux que ce ne soit pas les représentants qui écrivent les règles de la représentation. Si tu veux. Et là, je deviens un adulte politique, parce que je fais attention aux termes de ma représentation. Et donc, les ateliers constituants, ils ne sont pas en train d'écrire la Constitution et ensuite comment on va faire pour l'appliquer. C'est pas ça du tout. Nous sommes des cellules de chenilles qui, au lieu de fabriquer de la chenille, tu sais, on se coupe en deux cellules de chenilles qui se coupent elles-mêmes en deux cellules de chenilles, et chaque cellule de chenille fait de la chenille depuis sa naissance, elle fait de la chenille. Et puis il y a un moment, il y a une métamorphose. Les cellules vont se mettre à faire du papillon. C'est une image, hein, je ne sais pas comment ça se passe scientifiquement, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est pas parce que ça a toujours été d'une certaine façon que ce sera toujours comme ça peut changer. Mais ça se prépare dans les têtes. Ce qui va changer, ce qui va faire que ce à quoi je rêve, la métamorphose de la société, qui fait qu'elle va s'auto-instituer, comme disait Castoriadis, une auto-institution de la société. Ce qui va rendre possible ça, c'est que nous nous serons préparés. Nous y aurons réfléchi, et on ne va pas demander aux élus de nous libérer. On ne va pas demander aux médias d'accepter de faire ceci ou cela. Nous allons penser enfin en adultes, et nous allons décider. Et ce que nous allons décider va se passer. Et ça va se passer non pas parce que nous sommes le tyran qui devient celui qui décide, ça va se passer parce que nous sommes le nombre. Nous sommes la multitude. Ceci ne va arriver que si ce que j'espère et ce à quoi je travaille advient, c'est-à-dire la multiplication des ateliers. Et ça n'a pas lieu encore parce qu'il y a des tas de... Le système ne se laisse pas faire, le système me discrédite, le système me calomnie, le système calomnie tous les opposants, hein, tous les vrais opposants. L'opposition contrôlée, elle n'est pas malmenée. Mais les vrais opposants frontaux à la domination se font calomnier, on se fait traiter d'extrême droite, de raciste, je sais quoi. Donc le système se défend, ça nous ralentit. Mais peu importe, ça va se passer quand même. Je pense que même si l'adolescent a des parents cruels qui l'empêchent de s'évader, qui l'empêchent de s'émanciper, ça va mettre un peu plus de temps, mais il va finir par se barrer.
nous allons finir par nous émanciper des élus. Nous allons finir par faire le procès de l'élection et nous en débarrasser de cette procédure de merde qui n'a que des inconvénients majeurs. Majeurs. Les inconvénients de l'élection, c'est un chapelet, une litanie de reproches gravissimes qu'on peut lui faire. Et chaque reproche qu'on peut faire à l'élection nous présente comme en miroir les vertus du tirage au sort qui correspondent. Donc le tirage au sort a les vertus qui correspondent à l'inverse des vices de l'élection. Donc ça va venir, ça. Il y a des obstacles, il y a notre inertie à penser, il y a les habitudes, il y a les mauvais coups, les coups bas, les coups déloyaux, il y a le silence fait sur cette évolution qui est fait par les dominants du moment. Mais j'arrive au moment où ça va se passer. Comment ça va se passer ? Ce qui fait que Macron peut nous opprimer comme des enfants, alors que lui-même est un roi enfant. Lui-même, c'est un enfant. C'est incroyable que ce mec détermine ma vie en m'empêchant de sortir de chez moi, pour des raisons fantasmagoriques, des raisons discutables, des raisons critiquables. Ce type peut le faire parce qu'il a avec lui la police. La police qui est armée, alors que moi je ne suis pas armé, qui peut venir chez moi et avec ses armes m'emmener dans une prison et m'enfermer, me privant de liberté et me ruiner, me condamner à toutes sortes d'amendes dont je ne pourrais pas me soustraire. Donc c'est la police, c'est le renfort, c'est l'amphore. C'est même pas le renfort parce que toute la force est là. C'est la force de la police et de l'armée qui fait que le régime tient. Mais c'est important ce que je vais dire. Je pense que les gens qui composent la police et qui composent l'armée, qui composent les juges et les gardiens de prison, ces gens-là sont des êtres humains, comme toi et moi, des êtres humains, avec leur conscience, leur réflexion, leur autonomie de pensée, avec un habitus, une discipline, une habitude d'obéir, qui est plus forte que chez les autres, mais je pense que la conscience est plus forte que dans les situations qui deviennent extrêmes. Je pense que ces gens-là sont des gens qui, honnêtement, ont le sentiment de servir le bien commun. Et c'est vrai qu'ils le servent. Enfin, c'est normal qu'ils protègent la société contre une poignée d'énervés qui voudraient tout faire sauter. C'est normal, la police, c'est son boulot. Nous demandons à la police de ne pas laisser la société ravagée par une poignée de fanatiques ou d'écervelés. C'est normal. Mais quand la police va se rendre compte, quand l'armée va se rendre compte, et pas seulement les plus hauts gradés, toute la pyramide de l'obéissance de la force armée va se rendre compte que c'est une idée dont l'heure est venue et que la population est en train de changer. La population aspire, donc y compris leurs femmes, leurs enfants, leurs cousins, leurs amis. Tu vois, les policiers ont des amis, ils ont un environnement. Et quand ils vont sentir que la société est en train de changer, la société est en train d'aspirer à pas seulement renverser Macron, c'est pas une question de personne. Tu renverses Macron, tu en auras un autre à la place. Il faut changer les institutions. Quand ils vont se rendre compte que la société s'est préparée, qu'elle est en train de se préparer à tout changer, mais pacifiquement, on n'a pas besoin de tuer personne, on n'a pas besoin de prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Simplement, on veut changer de cadre, on veut changer d'institution. Quand la société armée, donc les corps armés, que sont la police, l'armée, les juges, les gardiens, tous ceux qui ont le pouvoir de l'État, vont sentir cette mutation, je pense, c'est comme ça que se passent les révolutions. C'est quand la police, l'armée lève les crosses, la police lève les casques, et passe du côté du peuple. Et là, le pouvoir, il tient plus, il ne tient que par elle, donc il tient plus, et la révolution a lieu très tranquillement, très tranquillement. On n'a pas besoin que Macron nous émancipe. Nous allons nous émanciper sans lui et sans ses parlementaires. Et ça va bien se passer. Oui, il y a urgence, mais les gens font rien. Mec, les choses ne vont se passer que si vous devenez constituant. Et si vous contaminez vos voisins, c'est-à-dire il faut que la cellule de chenille, qui se transforme en cellule papillon, il faut qu'elle envoie le signal aux cellules d'à côté que c'est le moment de devenir papillon, et que tu as
toute la carcasse de la chenille qui est en train de se transformer en papillon, avec toutes les cellules qui s'y mettent. Donc, si tu veux, c'est pas ma faute si... Et c'est juste peut-être que c'est pas encore l'heure, hein, ça va venir peut-être un peu plus tard, je sais pas quand, hein, je suis pas devin, hein, je vous dis juste, c'est pas les élus qui vont nous émanciper, c'est pas notre maître, c'est pas nos maîtres, c'est pas les détenteurs du capital qui vont nous émanciper, c'est pas vrai, ça va pas se passer comme ça. C'est à nous de nous émanciper. Et on le fera que si on est nombreux, très nombreux. Parce que la police, ça ne changera pas si on est 1 million, ça ne va pas suffire. Hein. La police, elle va nous considérer comme une rébellion dangereuse et elle mettra 1 million de personnes en prison. Ça leur fait pas peur, hein, 1 million de personnes en prison, ça s'est déjà vu. Hein. Et comment exterminer des millions de personnes, on les a vus faire, c'est possible. Mais si c'est toute la population, moi j'ai en tête l'image au Caire de... Caire, c'est une grande ville, avec des grandes avenues, et c'est pas une avenue, tu vois, c'est pas les Champs-Élysées qui étaient noirs de monde, c'est toute la ville qui était noire de monde. Noire de monde, il y a toute la population qui était là. Donc là, la police, elle change de camp. Voilà, ça va. Donc, et si tu veux, tu me dis c'est urgent, mais ce que je préconise va aller très très vite. Ça va aller super vite dès que vous allez vous en occuper. Si vous attendez que les autres s'en occupent, ça va aller lentement, mais dites pas que c'est la faute des autres. Faut pas dire que c'est la faute des autres. Mais non, mais ça, c'est... Bon, tu peux essayer, mais tu vas te heurter assez rapidement à ce que je te décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la police. Tu payes pas tes impôts, tu vas te faire mettre en prison. Si tout le monde le fait en même temps. Ah bah voilà, oui, non mais il suffit pas. Oui, donc on est sur la même idée qu'il faut que tout le monde le fasse en même temps, mais si tout le monde se contente de pas payer ses impôts, ça va pas changer les choses du tout, ça va pas du tout, tu vas te reprendre d'autres tyrans sur la... Donc les tyrans vont peut-être sauter, mais tu vas rien changer. Non, la thune, ils la créeront. Ils n'ont pas besoin des impôts. Les impôts, ça sert à payer les intérêts de la dette. Tout ce que tu payes, 100% de ton impôt sur le revenu, il part dans les intérêts de la dette. 100% de l'impôt que tu payes, de l'impôt sur le revenu, pratiquement, hein, dans un pouillème, ça dépend des années, mais ce que tu payes en impôt, ça ne sert pas à financer les écoles, les hôpitaux, pas du tout, du tout. Les hôpitaux, c'est les cotisations sociales, et l'argent de l'impôt sur le revenu, il part dans les intérêts de la dette. Les intérêts qu'on paye à de l'argent qu'on a emprunté aux riches, parce qu'on a arrêté de leur prendre l'impôt, donc plus de ressources. Alors, pour compenser cette baisse d'entrée des impôts des riches qui ne rentrent plus, parce qu'on leur a dit non, c'est plus la peine de payer les impôts, par contre, on va vous l'emprunter l'argent. Donc, on a l'argent, on la remplace, l'argent des impôts des riches, on l'a remplacé par les emprunts aux riches, il faudra leur rendre avec un intérêt. Et l'intérêt, il est payé par quoi? Par l'impôt de revenu des autres. Parce que les riches ne payent pas l'impôt. Très peu, quoi, hein, par rapport. Ils ont les moyens qu'il faut pour ne pas payer l'impôt, très peu. L'Oréal, elle paye beaucoup moins d'impôts, proportionnellement, mais beaucoup moins d'impôts que toi et moi. Comment elle s'appelait elle est morte il y a quelques années. Bettencourt. Les gens qui ne payent pas leurs impôts se feront mettre au trou, parce que la police sert à ça. La police, elle sert à mater les rebelles. Donc, si tu veux, le rapport de force... il n'est pas favorable du tout, il est perdu, c'est une connerie. Le rapport de force aujourd'hui, moi on me dit souvent, t'es là avec ton crayon, c'est ridicule, il faut un rapport de force, et le pouvoir, il faut aller le prendre. Mais c'est une blague, le ridicule n'est pas de mon côté. Le ridicule, il est dans des espèces de matamores, là, qui voudraient nous pousser au rapport de force avec l'État actuel. C'est débile, c'est perdu d'avance, mais plus que perdu, c'est intenable, c'est idiot. C'est ça qui est idiot, c'est d'engager le rapport de force aujourd'hui, alors qu'on n'a rien, on n'a aucune arme, on est à poil, et en face, ils ont toutes les armes économiques, financières, militaires, de renseignement, d'écoute, ils écoutent tout ce que vous dites, tout le temps. Ils savent tous vos plans, en détail. Rapport de force, du foutage de gueule. Foutage de gueule, erreur. Je pense que c'est pas du foutage de gueule, c'est pas le mot. C'est une fanfaronnade de coqs, de jeunes hommes pleins de testostérone qui brûlent dans des coudres. Et je crois que c'est idiot. Je crois que c'est une mauvaise mesure parce que ça va nous envoyer au casse-pipe. Et comment il disait pendant la Commune il disait 1 heure de canon et c'est 20 ans de misère dans les faubourgs.
et de silence. Parce qu'après ça, le fait d'avoir utilisé les canons, alors tu as trouvé des armes, tu as commencé à tirer sur le pouvoir, et ça va légitimer l'oppression absolue pendant des décennies après. Non, je pense que l'idée que je défends, et c'est vrai qu'elle est, elle est plus paisible, mais elle est beaucoup plus puissante que celle du rapport de force. Parce qu'elle engage, elle prépare un rapport de force, mais beaucoup plus profond et beaucoup plus durable et beaucoup plus stable finalement que le rapport de force physique qu'on nous propose, une bonne partie de la dissidence voudrait engager tout de suite. Là, tu pourras pas faire apparaître un tyran dans un peuple constituant. Un peuple qui sera devenu constituant, dès qu'il va voir le début d'un tyran, il va se débarrasser de lui. L'aspiration à un processus constituant populaire permanent, c'est absolument antifasciste. C'est antifasciste sur des décennies, des siècles à venir. C'est-à-dire que dans un peuple constituant, il n'y a plus de place pour un tyran. Fasciste, c'est une forme de tyrannie, mais il y en a d'autres. C'est toutes les formes de tyrannie qui sont menacées par le fait que les électeurs deviennent des constituants. Les constituants, ça veut dire que on ne va pas laisser les autres penser le pouvoir. Nous allons penser le pouvoir nous-mêmes. Nous allons penser le pouvoir et les limites du pouvoir, pour en garder ce qu'il faut pour ne pas nous laisser écraser. Alors, ce qui est certain, c'est vrai que c'est que le fait que les réseaux sociaux soient des objets privés, avec des propriétaires qui ont des intérêts qui ne sont pas conformes à l'intérêt général, qui sont contraires à l'intérêt général, c'est assez catastrophique. Mais bon, c'est une des catastrophes. Pour l'instant, Facebook, Twitter, c'est tout ce qu'on a pour résister et nous parler. C'est complètement faussé, biaisé, triché. Quand moi j'ai 150 000 abonnés et amis sur Facebook, je sais bien que quand je publie un truc, Facebook ne notifie pas les 150 000 personnes de ce que j'ai publié. Loin de là, mais c'est même pas loin de là. Facebook me donne l'impression que je sers à quelque chose, que Facebook sert à quelque chose, en informant peut-être 100, 200 ou 1000 personnes, et puis basta. Et ce faisant, Facebook m'annihile, se débarrasse de moi, me maintient le museau sur un puits et je crie dans le noir. Je crie dans une boîte noire qui sert à rien. En ayant l'impression, parce qu'il y a quelques commentaires, en ayant l'impression que ce que je dis est entendu, alors qu'en fait, l'objet sert à ce que je ne sois pas entendu. Et ça n'a pas qu'à ça. Mais sur le plan politique, on en est rendu là. C'est devenu ça. Les réseaux sociaux sont devenus des muselières politiques qui ne se montrent pas. C'est-à-dire qu'il suffit que l'algorithme, comme on dit, mais entre guillemets, décide de réduire le volume du porte-voix à presque rien, et que cette baisse de volume ne soit pas audible par celui qui parle. C'est-à-dire qu'il a l'impression toujours que c'est fort. Bon, mais c'est pas grave, parce qu'on fait ce qu'on peut. Ça nous conduit dans nos ateliers constituants à penser que nous avons besoin de réseaux sociaux et qu'il faudra que la puissance publique, je ne dis pas l'État exprès, parce que quand je dis la puissance publique, je pense à une puissance publique sous contrôle citoyen, donc une vraie démocratie, qui peut être représentative, mais dont nous aurions écrit nous-mêmes les règles de la représentation, donc c'est des représentants qui seraient sous notre contrôle, qu'on vire quand on n'est pas content. Il faut sûrement que la puissance publique prenne en charge les réseaux sociaux. Enfin, on n'est pas. S'il y en a qui veulent faire des réseaux sociaux privés, s'il y en a qui veulent faire des réseaux sociaux privés, il ne faut pas les en empêcher. Mais il faut au moins qu'il y ait une offre de réseau social honnête, loyale, qui, quand tu t'abonnes à un compte, te notifie réellement, à chaque fois que le compte publie quelque chose, tu reçois une notification. Et s'il y en a trop, tu vas baisser toi-même tes abonnements, parce qu'il y en a trop, mais ce n'est pas l'algorithme qui va te faire à ta place. Il faut qu'il y ait
une organisation loyale des réseaux sociaux et qui doit être publique sous contrôle citoyen. Bon, mais ça, c'est à nous de l'instituer. Nous vivons une époque qui nous donne des leçons pour penser à ces réseaux communs, tu vois, sous responsabilité commune. Il y a quelque chose qu'on va avoir du mal à éviter quand même si c'est un réseau public. Enfin, il faut réfléchir à ça. La démocratie, c'est la délibération. Donc, c'est la réflexion avant la décision. Et la réflexion, elle se nourrit, ce mot est important, de la mise en scène des conflits. C'est-à-dire que pour décider, pour penser, donc penser correctement, opiner, donner son opinion correctement, et donc décider correctement, il faut que l'esprit humain ait été éclairé par la mise en scène des conflits, qui est le spectacle de l'opposition entre les plus virulents adversaires. Il faut, pour que nous décidions bien, que nous ayons entendu loyalement se confronter tous les points de vue avec lesquels on est déjà d'accord, et surtout les points de vue avec lesquels on n'est pas d'accord, et qu'on ait vu nos opinions se confronter loyalement avec les opinions inverses, et que nous les ayons vus gagner pour continuer à avoir le même point de vue. Parce que si on les voit perdre nos opinions avec des arguments rationnels, à la loyale, ça va nous conduire à changer d'opinion, en disant, en tout cas, oui, à modérer notre jugement et à transformer notre opinion. En tout cas, la démocratie, une démocratie digne de ce nom, c'est une mise en scène des conflits à Athènes, tu avais les 6000 qui étaient assemblés et qui écoutaient les orateurs. Donc tu avais les tirés au sort qui venaient présenter les lois, et tu avais ceux qui étaient tirés au sort qui n'étaient pas d'accord avec les lois qui étaient proposées, qui venaient expliquer pourquoi ils n'étaient pas d'accord. Et puis tu avais les opposants dans la salle qui levaient la main et qui pouvaient venir parler, et qui parlaient aux 6000. Écoutez bien, pendant qu'il y en a un qui parlait, les autres se taisaient. À 6000, si tu bavardes, t'entends rien. T'entends pas ce qui se passe en bas. Et tu avais des esclaves qui s'occupaient des esclaves ou des tirés au sort, qui s'occupaient de faire la police, et ceux qui bavardaient, on les chassait, pour qu'il y ait du silence. Donc en démocratie, on écoute. Et on écoute surtout les gens avec qui on n'est pas d'accord. Écoutez bien ça. Les institutions démocratiques sont des institutions qui vont nous obliger à écouter ce qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est une hygiène, ça. Parce que si on ne fait pas ça, on devient fanatique. On devient fou. Et c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas la démocratie. Les réseaux sociaux, c'est une espèce... Et l'Internet, c'est une espèce de bordel, de capharnaüm, où tout le monde parle en même temps, personne n'écoute. Personne n'écoute. Et nous avons le choix des forums sur lesquels nous allons, et nous allons, tout le temps, très majoritairement, nous allons sur les forums où nous allons trouver des gens qui pensent comme nous. Parce que c'est plus confortable. Parce que c'est inconfortable de nous faire embarrer, de nous faire maltraiter avec des insultes. Les gens ne sont pas aimables. Ils pourraient être polis. Ils nous feraient changer mieux d'avis si c'était poli. Enfin, ils ne savent pas. Donc, ils sont souvent violents. Et donc, sur les forums des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est très inconfortable. C'est pourtant une hygiène essentielle. C'est très important d'aller équilibrer nos points de vue en allant nous confronter avec les points de vue adverses pour voir qui a raison et sur quoi, parce qu'il n'y en a aucun des deux qui peut dire « j'ai raison sur tout » et l'autre a tort sur tout. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des endroits où je me trompe, et je vais les découvrir sur les forums où je me fais détester, où les gens ne sont pas d'accord avec moi. C'est là que je vais découvrir « ah oui, c'est vrai que je me trompais sur ce point ». C'est là que je vais progresser. Alors que dans les forums où tout le monde on est tous d'accord, on ne progresse plus du tout. On ne progresse que dans la contradiction. On ne progresse que dans la contradiction. Et les institutions démocratiques sont des institutions qui savent que naturellement nous n'allons pas aller dans les endroits où nous allons nous faire contredire. Nous allons naturellement plutôt éviter la contradiction. Et ça, on sait que c'est pas bon, et les institutions vont nous obliger à écouter les points de vue qu'on n'a pas envie d'entendre. Et ça, c'est pacifiant, c'est équilibrant, c'est défanatisant, ça va nous modérer. Il y a les libertariens qui sont encore autre chose. Les libertariens, c'est comme les néolibéraux.
Les libertariens, c'est les anards, mais les anarcho-capitalistes, c'est les anards dominants. C'est des gens qui veulent aucun pouvoir parce qu'ils veulent une liberté totale d'exercer leur force. Ils se savent forts et ils veulent en profiter, ils veulent pas de contraintes. Ça, c'est les libertariens. Mais ils sont libertariens parce qu'ils se savent forts. Il n'y a pas de faible qui est libertarien. Les libertaires, c'est complètement autre chose. Les libertaires, c'est les anarchistes. C'est une des plus belles pensées qui soit, hein, qui est complètement diabolisée par les bourgeois. Bon, les bourgeois ont très peur des libertaires parce que c'est une alternative au capitalisme, hein, l'anarchisme. C'est une alternative à la domination parlementaire. En fait, c'est très proche, la démocratie et l'anarchie, c'est proche. C'est pas la même chose, mais il y a une méfiance des pouvoirs. Une méfiance des pouvoirs, de tous les pouvoirs. En disant, le pouvoir c'est dangereux. Il y a certains anarchistes qui disent qu'il faut qu'il n'y ait aucun pouvoir. Et d'autres qui disent, comment disait Proudhon? Proudhon disait, l'anarchie c'est l'ordre moins le pouvoir. Donc il y a une aversion au pouvoir qui est commune entre les démocrates, les vrais démocrates, hein, je ne te parle pas des démocrates entre guillemets de contrebande qui se disent démocrates sur tous les plateaux de télé et qui sont en fait des tyrans, qui veulent qu'on fasse ce qu'ils veulent, ce qu'ils décident eux, et qui ne veulent pas donner la parole au peuple. Mais les vrais démocrates et les anarchistes ont ceci en commun, qui veulent qu'on décide ensemble de façon pacifique, la plus pacifiée possible, en se méfiant des pouvoirs. Et donc les libertaires, ce sont des communistes non autoritaires. Alors que les marxistes sont des communistes autoritaires. Alors, il y a une logique derrière ça. Ils s'assument comme autoritaires parce qu'ils pensent qu'il n'y a qu'avec une autorité qu'on va changer vraiment les choses. Il va falloir tordre le bras aux bourgeois. Et donc, les marxistes pensent qu'on ne fera pas l'économie d'une autorité qui s'impose avec un parti, un État. Pour qu'au bout du compte disparaisse l'État, je sais, mais enfin bon, on voit bien dans toutes les expériences, c'est que l'État prend toute la place, prend la place du tyran précédent, et ça devient un capitalisme d'État, hein, avec le communisme marxiste pour l'instant, dans les expériences connues. Est-ce que c'est une fatalité? Je ne sais pas, on pourra peut-être imaginer un marxisme qui ne soit pas autoritaire, mais si tu veux, dans le génome de ce que je lis de Marx, je n'ai pas tout lu, hein, mais de ce que je lis, des discussions que j'ai avec les marxiens ou les marxistes, je vois bien qu'il y a cette idée d'une avant-garde éclairée. L'émancipation va venir d'une avant-garde éclairée et pas du peuple lui-même. Ils ne sont pas démocrates, en fait, les marxistes. Ils ont très peur du peuple, ils appellent ça Lupenprolétariat. Ils pensent que l'émancipation va venir par une avant-garde éclairée. C'est peut-être eux qui ont raison, mais il y a une vraie opposition entre les marxistes, entre les communistes autoritaires, que sont les marxistes, et les communistes libertaires, que sont les anarchistes, qui, eux, ont une foi plus grande dans la capacité des humains à s'auto-organiser, à fraterniser, à pacifier nous-mêmes nos conflits sans... Donc les libertaires, c'est très très belle pensée, hein. Il faut... Enfin, moi, ceux que je préfère, mais franchement, j'adore, quoi, hein. C'est Proudhon, c'est Kropotkin, c'est Bellegarrigue, c'est des penseurs magnifiques, hein, les Scutener, les anarchistes, il y en a c'est un archipel, ils pensent chacun différemment, hein, mais Kropotkin, c'était un prince russe qui a abandonné tout ça, toutes ses richesses, et qui s'est mis à dévouer sa vie à penser une société. Pour commencer, il faut lire la morale anarchiste. C'est un petit livre, pratiquement pour les enfants, mais en fait c'est pour tous les adultes qui sont en train de se réveiller. La morale anarchiste de Kropotkin, ça va, tu lis ça, tu as compris que l'image noire que développe, la légende noire que développent les bourgeois de l'anarchisme, en les présentant comme des poseurs de bombes, des violents, des semeurs de chaos, des nihilistes, mais c'est une légende, quoi, hein. C'est parce qu'ils sentent bien qu'ils ont là un ennemi de classe qui va mettre fin à leurs privilèges et à leur domination injuste. Les privilèges qui ont quelque chose d'obscène, hein, aujourd'hui, la richesse des riches est obscène.
et l'anarchisme en viendrait à bout. Et donc, c'est très important pour les bourgeois de les calomnier et d'apprendre aux enfants que l'anarchisme, c'est mal, c'est la violence, c'est c'est, c'est le chaos, c'est complètement idiot. Mais en fait, quand tu lis les anarchistes, au lieu de lire ce que disent les bourgeois des anarchistes, tu lis les anarchistes eux-mêmes, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est vraiment, il y a une aspiration humaniste au sens vraiment puissant et il y a une générosité. C'est sans fin. Enfin, si je pouvais, je lirais que ça, quoi. Hein. Bon, je lis plein d'autres choses, mais enfin, c'est un bonheur de lire les anarchistes. Hein. J'écoute de tout sauf de la musique contemporaine. Ah, ça s'arrête à Stravinsky. Stravinsky, je raffole du Sacre du Printemps et de l'Oiseau de Feu, bien sûr. Je connais pas trop le reste, ouais, Petrouchka, bon. Mais et après Stravinsky, c'est inaudible. Il faut écouter, il y a une conférence remarquable de Franck Lepage. Il y a une conférence remarquable de Franck Lepage sur l'art contemporain, l'art contemporain, qui, au dire d'un directeur de la CIA, est l'opération de désinformation la plus réussie de toute l'histoire de la CIA, de désinformation en Europe. Le financement de l'art contemporain est l'opération de la CIA de désinformation la plus réussie de toute l'histoire de la CIA, au dire du directeur de la CIA lui-même. Donc il y a une entreprise politique derrière cette musique de merde. Enfin, moi je la considère comme une musique, enfin que je considère comme une musique de merde. C'est inaudible et c'est bon, c'est une régression. Mais autrement, tout ce qui est avant, toute la musique tonale, hein, et donc j'écoute bien sûr tous les Brahms, Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, Grieg, tous les romantiques. J'aime beaucoup le piano. Pendant longtemps, j'ai fait pour mes étudiants une sélection des plus grands mouvements lents de tous les concertos, pour piano, pour clarinette, pour violon, et pour les amener, parce que je vois bien que les enfants écoutent moins de musique classique que nous. Mais je raffole aussi de Sting, de Michael Jackson. Donc j'écoute aussi beaucoup de variétés, des Beatles évidemment. Enfin, ça va dans tous les sens. Le jazz, j'écoute de tout. Et le hard rock, j'écoute à fond de ballon. Je me régale. Ah, CDC, enfin tout. J'aime bien quand ça déménage aussi. Alors, il y a des limites, hein, quand ça devient trop raide, je sais pas. Mais non, du bon rock bien fort, c'est bon pour danser, c'est autre chose, c'est une autre musique, c'est autre chose. Est-ce que tu t'es hasardé mais si je devais choisir, ta vie à certaines pratiques artistiques comme la peinture? Non, pas du tout. Non. Enfin, j'ai joué du piano, de la guitare un peu, mais rien du tout. Hein. Mais à choisir quand même entre Elton John et Ravel, si je dois en emmener un seul sur une île déserte, je vais emmener Ravel. Souvent, on lit chez les penseurs depuis toujours que les hommes ont pas besoin de savoir. Ils ont surtout besoin de croire. Et que le fait d'être capable de conduire les autres à croire la même chose que nous a permis de former des groupes de plus de 100 personnes qui nous ont permis de dominer tout ce qui est vivant sur Terre par l'association de grands groupes. Sur les religions, il me semble qu'il y avait une époque bénie où on était païen, on acceptait d'avoir plusieurs dieux. Il y avait plein de dieux, quoi, et chacun croyait au sien. C'était pas. Il y a quelque chose de mortifère qui est arrivé quand
un bonhomme a prétendu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et qu'il fallait y croire et que ceux qui y croyaient pas étaient les infidèles et qu'il fallait soit les convaincre de devenir des fidèles, soit les zigouiller. Et ça a donné 3 religions monothéistes, donc avec un seul Dieu, des fidèles et donc des infidèles. Et comme il y a 3 religions qui définissent des infidèles, vous êtes sûr d'être, mathématiquement, il n'y a pas d'échappatoire, puisque vous ne pouvez pas être des 3 religions à la fois, vous êtes sûr d'être un infidèle. Donc cette sottise fait de nous, tous les humains sur Terre, sont les infidèles d'une de ces 3 religions. Alors, c'est vrai que la religion catholique, elle a été réduite au point où elle est plus dangereuse, parce que ben voilà, on l'a tellement tapé dessus qu'elle est plus hégémonique, quoi. Mais elle le redeviendrait si elle le pouvait, quoi. On dirait qu'il y a une malédiction dans l'ADN, dans la construction de ce livre, qui pense en fidèle infidèle, quoi, qui pense en les croyants amis et les incroyants ennemis. C'est un facteur de guerre civile terrible, quoi. Alors il y a toute une culture qui est attachée à ça, dont on ne peut pas se déprendre. Moi, je trouve très belles les églises, les cathédrales, les œuvres musicales écrites par des gens qui croyaient et qui ont vraiment mis le meilleur d'eux-mêmes à faire des musiques somptueuses. Donc tout ça, mais si tu fais le bilan général des tueries et des merveilles esthétiques, bah, si on pouvait revenir en arrière, je pense qu'au moment d'écrire ces fichus livres, on aurait mieux fait de s'abstenir, hein. Parce que je ne sais pas comment on va se débarrasser de ça. Ça revient à fond de ballon, les guerres de religion, là. À fond de ballon, là, hein. Toujours les mêmes, hein. Chiant, quoi. Moi, je suis athée, hein, complètement, donc juste que... Alors, c'est fou, quoi, hein, les gens qui en tiennent pour ces livres, pour la Bible, quoi, hein, Ancien, Nouveau Testament, les gens qui en tiennent pour ces livres prétendent que c'est et le Coran, qui en tiennent prétendent que c'est des livres d'amour et de paix. Ouais, mais enfin, tu vois, toutes les instructions de la tuerie sont décrites au milieu. Alors, le problème, c'est que c'est tout mélangé, quoi, hein, il y a de tout là-dedans. Mais il y a tout ce qu'il faut pour un fanatique, Mais ceci dit, là encore, je vois pas que ce soit par le rapport de force qu'on va sortir du piège de ces croyances monothéistes. Je vois pas d'autre technique que la discussion, quoi. De la discussion jaillit la lumière, quoi.